La microfluidique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert? Bienvenue dans les aventures microfluidiques du projet Lutetium. La microfluidique, c'est la science des écoulements à l'échelle microscopique. Mais c'est aussi une technologie bien aboutie que l'on retrouve déjà dans beaucoup d'applications de la vie courante. Les liseuses électroniques, les imprimantes jet d'encre ou encore les laboratoires sur puce. Une invention qui a permis de faire tenir plusieurs appareils de recherche sur quelques centimètres carrés. Mais on trouve aussi plein d'exemples de systèmes microfluidiques dans la nature. La montée de la sève dans les arbres, la circulation dans les capillaires sanguins ou bien le tissage des toiles d'araignée. Mais finalement, pourquoi est-ce que tous ces systèmes auraient des propriétés intéressantes uniquement à cause de leur taille? Pour répondre à cette question, il faut parler de loi d'échelle. Établir une loi d'échelle, c'est dire de façon très générale comment varie une grandeur physique en fonction de la taille du système considéré. Vous connaissez sûrement déjà deux lois d'échelle très simples. La surface d'un objet varie comme sa taille au carré, et son volume varie comme la taille au cube. Le carré et le cube sont deux fonctions puissance. Voici quelques fonctions puissance très simples représentées sur ce graphique. Pour les nombres plus grands que 1, plus la puissance est grande, plus la fonction produit un résultat élevé. Mais dans le domaine des petits nombres, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Ce sont les puissances les plus faibles qui donnent le résultat le plus grand. Pour des objets macroscopiques, le volume devrait avoir plus d'importance que la surface, alors que pour des objets microscopiques, ce devrait être l'inverse. Les interactions entre objets peuvent se faire soit via leur surface, soit via leur volume, ce qui produit des résultats très différents. En voici un exemple. On a deux boules de pâte à modeler de même masse. Ce sont des objets dont les trois dimensions sont de taille comparable, il s'agit donc d'objets volumiques. Maintenant, transformons l'une de ces boules en fine galette. Il n'y a quasiment plus que deux dimensions, on a créé un objet surfacique. Maintenant, mettons ces deux objets en contact avec une bassine remplie d'eau. L'objet volumique coule, alors que l'objet surfacique flotte. On obtient bien un comportement différent selon que deux masses identiques interagissent par leur volume ou par leur surface. Dans le monde microscopique, ce sont donc les effets de surface qui vont prédominer, ce qui va mener à toutes sortes de situations contre-intuitives à notre échelle. Mais surface et volume ne sont pas les seules grandeurs physiques à se comporter bizarrement. Par exemple, les forces de tension de surface, dont on a parlé dans cette vidéo, varient comme la taille de l'objet en contact avec le liquide à la puissance 1. En revanche, les forces de pesanteur sont proportionnelles à la masse, et donc au volume. Elles varient comme la taille à la puissance 3. Du coup, pour les insectes, le poids n'a qu'un effet marginal et c'est la tension de surface qui domine. C'est pour ça qu'il leur suffit d'avoir le bout des pattes hydrophobes pour pouvoir marcher sur l'eau. Autre exemple, parlons de transfert thermique. Vous voyez cet adorable petit animal? C'est une musaraigne étrusque, le mammifère le plus léger du monde. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'était pas en train de manger quand la photo a été prise. Et c'est mauvais signe. Tous les animaux se nourrissent pour obtenir de l'énergie. Et la quantité de nourriture dont un animal a besoin est proportionnelle à sa masse. Un labrador, qui pèse 2 fois plus qu'un caniche, va manger environ 2 fois plus de croquettes que lui. Et comme la masse est proportionnelle au volume, on a donc un apport d'énergie par unité de temps qui varie comme la taille au cube. Mais tous les animaux à sang chaud perdent aussi continuellement de l'énergie, car la chaleur de leur organisme est transférée petit à petit vers leur environnement. Et on peut montrer que cette perte d'énergie varie comme la taille à la puissance 1. Du coup, plus on diminue la taille, plus les pertes thermiques deviennent grandes devant l'apport d'énergie d'un repas. Autrement dit, il faut manger plus souvent pour ne pas mourir de froid. Et cela veut aussi dire qu'il n'existe pas de mammifère plus petit qu'une certaine taille. Le plus petit mammifère qui existe doit donc passer absolument tout son temps à manger. Et c'est justement la situation dans laquelle se retrouve notre musaraigne étrusque. Au contraire, les baleines ont tellement de mal à évacuer l'énergie qu'elles gagnent en mangeant que lorsqu'on les sort de l'eau, leurs tissus cuisent tout seuls. Avec tous ces exemples, on se rend bien compte que le monde micrométrique regorge de propriétés qui nous paraissent surprenantes. Maintenant, la question c'est, avons-nous réussi à nous approprier ces échelles micrométriques? Eh bien oui, puisqu'on a fabriqué des engrenages pour des fourmis. Les insectes ne sont donc plus les seuls à pouvoir jouer avec la physique micrométrique. On a su miniaturiser toutes sortes d'objets jusqu'à des tailles ridicules. Des poutres, des ressorts, des moteurs, des guitares et même des rivières. Comment fabriquer une micro-rivière? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de nos aventures microfluidiques. Si vous avez des choses à dire sur la vidéo ou son contenu, vous pouvez nous laisser un commentaire. Et si la vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner.